Je reviens vers vous, Benjamin Montmartin. Selon vous, par quel mécanisme les médecins libéraux influencent-ils la congestion des services d'urgence, et les déserts médicaux en France? Alors, selon mon point de vue, il y a évidemment tout un tas de facteurs, mais j'aimerais ici, me focaliser sur les 3 principaux selon moi. Le 1er, je dirais que c'est le temps de travail effectif, des médecins libéraux. Le second, évidemment, eh bien, c'est le choix du lieu d'implantation, hein, du lieu d'exercice. Et finalement, un dernier qui fait quand même assez débat aujourd'hui, c'est, l'importance des dépassements d'honoraires. Alors, sur le temps de travail effectif, de la médecine libérale, je pense qu'il y a 2 éléments assez importants, caractéristiques, qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Heu, c'est des sujets évidemment aussi sensibles et je les pose vraiment en toute objectivité de ce qui est rapporté. Alors le premier, bah, c'est évidemment, un un événement très important, un changement très structurel qui est la féminisation finalement, de la profession. Donc, juste pour donner quelques chiffres, l'adresse aujourd'hui, nous dit qu'il y a 50 hein, finalement des médecins, qui sont femmes, contre 42 41 pardon en 2012 et par exemple chez les généralistes, elles sont même, en majorité puisque ça représente 52,4. Alors, cette transformation, elle a une importance. Pourquoi? Bah, parce que dans les enquêtes qui sont menées, il apparaît qu'en moyenne, hein, encore une fois, l'activité, des femmes médecins est inférieure à celle des hommes, hein, 59 heures pour les hommes, 53 heures pour les femmes et donc forcément, ça induit, une baisse, hein, de l'offre, si, finalement, la profession se féminise. Bon, ça a d'autres avantages et je reviendrai dessus, par ailleurs. La seconde évolution majeure, et je pense que ça, beaucoup de patients le constatent aussi, c'est l'évolution des préférences d'exercice des médecins libéraux. Et là, vous avez, une grosse documentation, notamment du Conseil national de l'ordre des médecins, qui montre finalement qu'aujourd'hui, et notamment chez les nouveaux, médecins qui s'installent, eh bien qu'il y a, un fort besoin d'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, qui était moins le cas finalement dans les cohortes précédentes. Par exemple, on a un constat qui est très clair et reporté par ce Conseil national dans différents départements, qui est par exemple aujourd'hui une fermeture de plus en plus systématique finalement des cabinets le samedi, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc ça implique effectivement aussi une difficulté croissante pour les patients, notamment les patients actifs. Pourquoi? Parce qu'ils doivent souvent prendre sur leur temps de travail pour aller consulter leur médecin généraliste, puisque celui-ci n'est pas disponible le samedi. Donc ça, c'est vraiment des évolutions, qui font que l'offre, on va dire, hein, ambulatoire, de la médecine de ville se contracte. Ensuite, le deuxième point, je pense, qui est important, eh bien, c'est finalement, les choix d'implantation des médecins libéraux, puisqu'il y a beaucoup, comme vous le savez, de discussions autour de la régulation de l'installation des médecins libéraux. Alors je pense que pour comprendre, ce sujet, il faut déjà analyser quelles sont, les priorités, qu'est-ce qui explique finalement, hein, les décisions d'installation. Alors, selon encore, une fois le CNOM, hein, le Conseil national de l'ordre des médecins, finalement les premiers facteurs qui expliquent la décision d'installation, c'est la proximité familiale, c'est la capacité pour le conjoint à avoir un emploi, c'est la proximité des transports, en fait tout ce qui est aménité, ce qui est totalement compréhensible. Ensuite, les deuxièmes facteurs, hein, ce que j'appelle facteurs de second ordre, c'est finalement, eh bien, justement les pratiques d'exercice, c'est-à-dire la présence d'autres professionnels de santé, la proximité d'un hôpital, la possibilité de travailler dans des maisons de santé pluriprofessionnelles, etc. Donc ces deux facteurs qui sont les plus importants, hein, pour expliquer l'installation des médecins libéraux, bien évidemment, favorisent l'installation dans une métropole, très logiquement. Ensuite, le dernier élément qui a un impact beaucoup plus faible sur les décisions d'installation, ce sont tout ce qui est justement, on va dire, les aides financières à l'installation, les incitations qui, selon à la fois l'adresse et le CNOM, eh bien, finalement, comptent relativement peu dans les décisions d'installation. Si maintenant on met ça en regard de ce qui est fait par l'État, notamment en matière d'incitation à se localiser, à s'installer dans les zones sous-dotées, eh bien essentiellement ce sont des incitations financières, hein, d'aide à l'installation, de rémunération plus élevée pour les activités faites dans les zones sous-denses, d'une part, mais également effectivement le développement de maisons de santé pluriprofessionnelles pour essayer d'alléger, d'améliorer les conditions d'exercice dans les zones sous-dotées.
Mais si on réfléchit 2 secondes, finalement, ces mesures, si elles sont partiellement efficaces, c'est aussi parce qu'elles targetent finalement les conditions de second et de troisième ordre de choix d'installation, et non les conditions de premier ordre qui sont finalement la proximité familiale, la capacité pour le conjoint à trouver un emploi et finalement de disposer d'aménités là où on travaille. Donc ça, c'est pour les raisons de l'installation qui expliquent pourquoi on a une concentration relativement forte géographiquement des médecins libéraux en France. Ensuite, le dernier point qui, je pense, joue également sur le report en partie des services d'urgence, mais plus globalement sur l'accès aux soins, c'est évidemment la question des dépassements d'honoraires. Pourquoi? Parce qu'il y a une étude de DABEC en 2022 qui est très très importante, qui porte de mémoire sur un échantillon de plus de 165 000 patients, et qui montre que finalement la première raison de renonciation aux soins, c'est le coût des soins. Bien avant finalement le temps d'attente pour avoir un rendez-vous. Et donc dans ce contexte, les dépassements d'honoraires en France sont une vraie problématique. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas en 2024, il totalise 4,5 milliards d'euros, dont 4,3 milliards juste pour les médecins spécialistes. Et depuis 2019, ces dépassements d'honoraires ont augmenté en moyenne par année de 5%, donc largement au-dessus de l'inflation. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie finalement que les dépenses de santé des patients sont de plus en plus reportées à la fois sur eux-mêmes, mais aussi sur les complémentaires santé. Même si la sécurité sociale rembourse une grosse partie des frais, elle se désengage en partie, mais surtout, tous ces dépassements sont uniquement assurés à la fois par les patients et leur complémentaire santé qui est aussi payé par ces patients. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on a un système où les patients doivent de plus en plus financer leur santé, et donc où on accroît finalement l'inégalité d'accès aux soins et où on a une sélection qui s'opère de plus en plus par le revenu, parce que les coûts augmentent. Et donc, ces dépassements d'honoraires ne sont pas uniquement une contrainte, on va dire, ponctuelle. Ils vont structurer à long terme, socialement, l'accès effectif au système de santé. Pour les ménages les plus modestes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs options. Soit je renonce aux soins, soit je décale les soins, soit éventuellement je vais aller chercher une solution qui est moins onéreuse. Et c'est là où l'hôpital va jouer, les services d'urgence vont jouer un rôle évidemment. C'est-à-dire que si je ne peux pas payer une consultation relativement urgente auprès d'un ophtalmologiste ou d'un gynécologiste, je vais aller la trouver à l'hôpital parce que je n'aurai pas de dépassement d'honoraires à payer. Donc finalement, l'hôpital apparaît ici encore une fois comme une solution naturelle pour se soigner lorsque on a, on va dire, des revenus plus limités.